le balai parce que, en fait, en réalité, c'est un symbole de propreté d'abord. Donc, c'est un symbole aussi qui est courant dans tous les foyers, dans toutes les familles, donc qui est forcément populaire. Et puis, on utilise un balai pour nettoyer sans se salir les mains. Et quand vous prenez un balai traditionnel africain, pas seulement d'ailleurs, puisqu'un balai c'est universel, prenez un seul brin, vous ne balayez pas grand-chose avec. À la limite, c'est peut-être presque une ordure. Mais lors que vous mettez tous ces brins ensemble, eh bien, là, vous pouvez déplacer de sacrés morceaux de pourriture, on va dire, et de saleté. Et donc, en ce sens-là, c'est pourquoi notre slogan, c'est notre nombre et notre force. Donc, c'est tous ces brins mis ensemble qui arrivent à nettoyer la cité. Un enfant. Je tire sur lui. Quelques mots tous à la place de la Révolution. En ce moment même, nous y sommes et nous espérons que le peuple burkinabé va nous y rejoindre. On est là pour, enfin une fois de plus, mettre définitivement le pavé dans la mare du RSP, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, ils n'ont pas nous dire ce qu'ils veulent. La goutte va trop loin. À un moment donné, elle fait déborder le vase. Pendant longtemps, je pense qu'il y avait certains peuple qui a retenu, qui a empêché que cette goutte-là ne déborde. Cette goutte est encore là, elle est en train de nous éclabousser. Et si nous n'y prenons garde, on va se retrouver avec un processus électoral mort-né. Oui, c'est le reste de la moto comme ça. Tout est cramé, irrécupérable. On les a vus venir, enfermés, on était dedans. Et curieusement, ils ont commencé à mettre feu sur les motos. Et ils ont cramé la mienne, mais je suis dessus, très dessus du régime Gengéré. Je suis citoyenne comme les autres et ensemble on a lutté pour le départ du président. D'abord contre l'article 37 qui voulait modifier. On n'était pas du tout d'accord et par la suite on a vu que c'était nécessaire que lui-même il quitte le pouvoir parce qu'on avait assez. 27 ans de pouvoir, c'était pas aussi simple, c'était pas une bonne démocratie. Ce coup d'État, ça a été très fatal. Une mauvaise idée du général Gengéré. Parce que pour un général, ça n'a pas de sens ce coup d'État. J'étais là en ville, deux fois je fais un tour au maquis et avec aussi les camarades, on essayait aussi de manifester parce qu'on ne voulait pas. Un coup d'État et militaire, on ne voulait plus. On en avait assez et on ne supportait pas. Et effectivement, j'étais au maquis et sur la même rue de Wemtenga, on était tous là et on a tous manifesté. Sincèrement, ce que j'ai vu, c'est très horrible. Il tirait sur tout ce qui bougeait. Et les cris des citoyens menacés par le RSP résonnaient. Et quelques instants après, nous sommes sortis. Ils étaient déjà partis. Et c'est là que j'ai constaté que ma moto a été calcinée. Et dans le même 6 mètres,
On venait de nous informer qu'un jeune de 18 ans a été tiré par balle. Il venait de la boutique pour prendre son pain. Il faut qu'on aille voter, nous trouver un président digne du pays des hommes intègres. C'est vraiment notre désir. On souhaite vraiment que le meilleur, c'est-à-dire celui qui peut diriger, qui peut gérer, qui peut être tolérant, puisse gagner et puis gérer le pays honnêtement, en homme intègre. La société burkinabé est une société policée, est une société structurée de manière à ce que la voix de la majorité des populations est perceptible. La pensée de la majorité des populations est lisible. C'est l'une des rares sociétés africaines au sein de laquelle se côtoient les mécanismes traditionnels et modernes de communication, de passage d'avis, d'avertissement, de prise en compte et de questionnement. Je ne suis pas en train de parler de règlement de conflits, mais je suis en train de parler de questionnement. C'est-à-dire à quel niveau une société, une structure sociale se pose des questions. Alors, lorsque vous analysez la société burkinabé, toutes les questions de société sont appréhendées, sont évaluées à différents niveaux. L'Église catholique et protestante, la communauté musulmane, la chefferie traditionnelle, les associations, les différentes organisations locales et d'autres structures de femmes, de jeunes, de travailleurs, sans compter d'autres structures coutumières, mais qui s'intéressent de plus en plus à la vie nationale, à la vie de la société. À partir de ce moment-là, il était important de déceler chez le Burkinabé, contrairement aux autres pays africains, vous ne rencontrerez pas 5 à 6 Burkinabés qui vous diront « Oh, la politique ne m'intéresse pas ». Peut-être qu'ils ne sont pas acteurs politiques, mais ils sont au courant, ils s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays, quel que soit leur niveau d'activité ou leur niveau de production. Et je suis convaincu que la force de l'Afrique réside dans sa jeunesse, que la force de l'Afrique réside dans sa force féminine. Et que, contrairement à ce que les gens croient, ou ce que les gens pensent, le rôle de la femme dans la société africaine est un rôle essentiel d'arbitrage, est un rôle essentiel de témoignage et de pacification. Moi, je suis Madame Sawadogone Bansé Fatimata. Je suis la première vice-présidente du Front des forces sociales FFS. Je suis géographe de formation et consultante indépendante, mariée et mère d'une fille. Bon, en tant que femme politique, nous devions de participer à la lutte au niveau du CEFOP, avec le chef de file de l'opposition. Maintenant, tout ce qui se faisait au niveau du CEFOP, ça regroupait toutes les couches, que ce soit les femmes, les jeunes, les vieux, etc. Mais nous avions voulu apporter une touche particulière, parce que nous sommes africaines et nous savons que lorsque la femme use de certaines pratiques, on peut faire changer les situations. C'est en ce sens que, sous la houlette de Saran Sérémé, nous avons organisé la marche des femmes le 27 octobre. Nous avons mis en place une coordination qui a travaillé à ce que les femmes de tous les partis, les femmes des OSC, sortent pour marcher, soulever la spatule pour dire non, non et non à la révision de l'article 37. Et cette manifestation devrait être suivie plus tard, le 30 normalement, d'une marche vers l'Assemblée. Là, c'était la marche du CEFOP, mais en ce moment, nous devions nous dénuder devant l'Assemblée nationale. Et il se trouve que le 27, après la marche des femmes, nous avons programmé une sortie sur le Moro Naba pour aller faire un plaidoyer
Et quand nous sommes allés en délégation de 50 femmes, nous avons demandé au Moro Naba, en tant qu'empereur de Mossi, nous savons qu'il est au-dessus de Blaise Compaoré qui est président du Faso sur le plan traditionnel. Nous sommes partis l'interpeller en lui disant que même si Blaise est le président du Faso, lui, Moro Naba, Blaise est son sujet. Il n'a qu'à dire à son sujet de ne pas toucher à cet article. Et que nous sommes des mères qui sommes venus pour dire qu'on ne veut pas voir le sang de nos enfants couler le 30. Nous sommes sortis satisfaits à plusieurs titres. Non seulement ça a marché sur le plan organisationnel, mais en plus, ça a eu un écho sur le plan international. Et le fait même d'avoir bravé la police, nous nous sommes dit au fond de nous que ça va donner de la force à la marche du 30. Ça va donner la force aux jeunes, du moins à la marche du 28. Voilà. Donc nous étions quelque part, nous étions satisfaits d'avoir accompli ce devoir-là. Parce que pour nous, c'est un devoir que de défendre le pays quand il y a un danger qui vient. Le push, nous étions, comme on était tous à la veille de la campagne qui devait commencer, c'est vrai que nous ne sommes pas, moi mon parti n'est pas candidat à la présidentielle, on n'a pas de candidat à la présidentielle, mais on supporte un parti. Donc nous étions en train de préparer même une conférence de presse le soir du 16 pour lancer la campagne de notre candidat, quand la nouvelle est tombée qu'il y a des bruits de bottes au niveau de Kosiam. Et là, c'était comme, dans un premier temps, c'était le sauve qui peut. Parce qu'on savait qu'à partir du moment où c'est les militaires du RSP qui ont fait ce coup, une chasse à l'homme pouvait commencer. Parce que bien avant ça, déjà, il y a beaucoup de nos bureaux exécutifs qui avaient déjà été menacés, dans d'autres partis, comme dans nos partis. Donc, nous étions là, et c'est par téléphone qu'on communiquait, et je dirais en code, parce que c'était assez difficile de pouvoir se dire qu'on se donne rendez-vous dans tel endroit pour faire une réunion. Mais en tout cas, on a organisé une résistance. On ne pouvait pas sortir, parce que dans la réalité, même dans les 6 mètres partout, ça tirait. Donc c'était très difficile de sortir pour organiser. Sinon, même au niveau de Ouagadougou, nous avions voulu faire quelque chose. Mais on ne pouvait pas, les femmes ne pouvaient pas faire quelque chose. Et c'est les femmes de Bobo qui ont pris le relais, qui ont sauvé la situation. Je m'appelle Kindo Basirato. Je suis journaliste au Faso.net. Au niveau de Bobo, c'était pas évident, mais il y a quand même quelques radios qui fonctionnaient, mais les presses écrites ne paraissaient pas. Et je pense que ça a été pire à Ouaga parce que là, les populations étaient terrorisées. C'était très difficile de sortir dans la rue. Mais par contre, à Bobo, il n'y avait pas cette pression du RSP. Ça ne tirait pas à Bobo. Et les gens avaient la possibilité de sortir, de rentrer de sillonner les différentes artères de Bobo. Et aux premières heures de ce push-là, je pense que j'ai été l'une des seules femmes de la presse écrite à être sur le terrain. J'avoue qu'il y avait une autre de la radio Omega. Mais moi, j'étais seule. J'arrivais vraiment à couvrir les différentes manifestations. J'écrivais presque tous les jours sur l'évolution de la situation. Et je pense qu'avec ça, ceux qui étaient à l'extérieur du pays ou ceux qui étaient à Ouaga ou dans les autres villes arrivaient à s'informer. Et non seulement j'écrivais les articles pour mon journal de Faso.net, et moi-même ma page Facebook était beaucoup active aussi parce que je publiais pas mal de photos. Et souvent, il peut arriver que les gens partagent jusqu'à 200 fois, souvent 300 fois. Et les j'aime, on ne peut pas les compter. Donc, ça permettait aux gens d'interagir, non seulement sur Twitter, sur Facebook aussi.
Il y avait toutes sortes de profils. Hein. Il y avait des jeunes, il y avait des femmes, il y avait des vieux, des adultes et même des enfants. Et même les mendiants, les petits garibous qui étaient là. C'est vrai que peut-être ils ne savaient pas pourquoi ils étaient à la place Tiofoum à Moro. Mais honnêtement, la place là ne désemplissait pas. Tous les jours, il y avait du monde. Et en temps même, les femmes aussi se sont trouvées une place où c'était vraiment que pour les femmes. Quand elles viennent, il y en a même qui dormaient là-bas. On ne pouvait pas accepter ce coup d'État. Déjà que Blaise, je dirais, a terrorisé les Burkinabés pendant 27 ans. Et ce sont ces mêmes hommes qui reviennent encore pour vouloir nous diriger. Non, je pense qu'on ne pouvait pas permettre ça. Moi, j'avoue que je félicite vraiment cette désobéissance civile-là. Et si c'était encore à refaire, là, je pense que le peuple burkinabé ne va pas hésiter. On constate de plus en plus que le peuple burkinabé d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. De plus en plus, ce burkinabé-là devient conscient et sait vraiment ce qui lui va le mieux. Et je pense que c'était plus que nécessaire de mener cette désobéissance civile. Les gens se font appeler des résistants. Et comme je le disais tantôt, si c'était encore à reprendre, s'il faut encore résister, moi-même personnellement, je suis prête. Voilà, la dictature, on ne veut pas ça ici. Donc, pas laisser les gens vont tuer les gens et puis demander une loi d'amnistie pour eux. C'est pas possible. C'est notre sang qui a été versé. Et on va accepter que notre sang soit versé. Si c'est pour sauver le Burkina Faso, on va accepter de le faire. Et les Africains puisent dans la ressource spirituelle, l'eau, l'arbre, les herbes, la forêt, les animaux, l'environnement. Et malgré le développement de l'islam et du christianisme et des autres valeurs, nous continuons à préserver dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement, ces acquis traditionnels d'hospitalité, de solidarité, qui ne marchent pas toujours avec la société moderne, mais il est temps que la jeunesse puisse comprendre que le salut de l'Afrique passera par la compréhension de l'enjeu de la mondialisation, de la globalisation par la jeunesse africaine. Pour être sur ce plateau, il a fallu que j'ose grimper sur le plateau. Ça, c'est un langage laconique de Thomas Sankara qui indique que il est une énergie qui propulse les handicapés sur les plateaux les plus hauts. Je pouvais, fort de mon état d'handicapé, me morfondre lâchement, avec suffisamment de larmes. Mais comme Sankara dit ceci, ose inventer l'avenir. J'ai osé, je suis sur ce plateau sans soutien, et mon seul soutien, c'est oser inventer l'avenir de Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous devons comprendre que l'homme politique, c'est le peuple qui le façonne. C'est pas le politique qui façonne le peuple qu'il veut. Sinon, il fera un peuple mouton sous l'autel de ses désirs ventrilistes et nombrilistes. Je suis membre fondateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, qui est une plateforme de débat que nous avons instituée au niveau du campus universitaire dans le but de mobiliser les étudiants autour de questions d'intérêt national et international, de les conscientiser et afin d'aller à l'action. Donc notre slogan est ainsi donné: mobilisation, conscientisation et action. Sur l'intérêt d'aller voter, il faut dire qu'au niveau du cadre, ce que nous émettons comme thématique, comment porter son choix sur un candidat,
Et bien évidemment, avec ces thématiques, ça permet à chaque étudiant de dire déjà son intérêt à aller voter, mais aussi comment voter. Et aussi l'une des questions que nous posons, faut-il voter ou pas? Et nous, l'orientation que nous essayons de donner, c'est de dire aux gens, il ne faut pas subir l'histoire et il faut assumer avec responsabilité et vigilance sa citoyenneté. Quand on t'appelle citoyen, le vote devient un devoir pour sanctifier cette citoyenneté. Et tout autre acte visant le boycott du vote est un acte anti-citoyen. Et pour nous, il faut voter parce que personne ne viendra choisir à notre place le dirigeant que nous voulons. C'est à nous d'oser inventer l'homme que nous voulons pour un Burkina nouveau et un Burkina harmonieux. Ce que nous envisageons, c'est aussi de faire passer dans un de nos grands projets tous les candidats tous les candidats à la présidentielle au cadre de débat 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Afin que chaque parti politique vienne confronter son électorat et que cela ne soit plus une affaire de coulisses où des t-shirts et des casquettes vont parler. Il sera question de faire parler son programme. Mais tout mon espoir, je le fonde sur la conscience politique du peuple. Pour moi, l'espoir ne viendra pas d'un politique. Ce n'est pas un homme politique qui va impulser l'espoir. C'est au peuple de savoir se positionner par rapport à ses intérêts et de rappeler au chef d'État qu'il est l'exécutant de ce qu'il pense. La révolution d'octobre 2014, il y a un an, j'étais à Bobo, j'étais dans mon quartier, ça semblait tranquille. Pour moi, cette révolution, c'est celle qu'on attend depuis longtemps, celle que moi j'attends depuis que j'avais 16 ans, depuis que j'ai lu des choses sur Sankara, depuis que j'ai pensé qu'il y a eu des hommes intègres dans ce pays. Et je l'ai vu arriver dans nos petits échanges de groupe. On voyait une formation, en tout cas, d'une nouvelle population qui avait soif d'un certain bonheur qui n'est pas forcément matériel, mais de justice et d'équité. Je suis très optimiste, moi. Si on a pu quand même mettre fin à un régime de 27 ans, je vois tout de suite la naissance d'une population déterminée. On a pu le voir pendant le putsch récemment. Et c'est à nous autres, je ne suis pas parmi les premières aînées, mais c'est à nous autres aussi de faire ce qu'on peut pour faire comprendre à la jeunesse qu'on ne veut pas d'une jeunesse corrompue. Et corrompre la jeunesse d'un pays, c'est corrompre l'avenir du pays. Pour moi, c'est l'opportunité de divulguer les valeurs, les vraies valeurs humaines, les valeurs d'intégrité pour un bon départ pour le pays. Je souhaite vivement que ces élections aient lieu. Cependant, j'ai des inquiétudes par rapport au déroulement normal et effectif de ces élections. Une partie pourra aller voter, ça j'en ai la certitude. La partie jeune estudiantine et nous autres jeunes fonctionnaires également. Mais une bonne partie sera bien perdue à mon avis dans cette histoire parce que l'habitude que cette partie importante, c'est-à-dire 80% de la population qui est en milieu rural, qui ne sait pas lire, on leur a appris pendant 27 ans à voter sur la base d'images qu'on leur montre. Tu vois cette tête-là, tu vas voter ça, et sans comprendre ce que c'est que le vote. À mon avis, il y a un travail profond à faire au niveau de cette tranche de la société. Mais comment on va faire ce travail dans un bref délai, parce que les élections, théoriquement, c'est pour novembre. J'ai de grandes préoccupations par rapport à ça. Il faut reconnaître le grand rôle, un travail de fond que le ballet citoyen a mené sur plusieurs années. On a vu ce petit mouvement qui a commencé. Moi, j'ai été sympathisante quand j'étais en milieu rural. Quand j'en ai entendu parler, j'ai dit c'est super. J'ai vu la détermination de ces jeunes à toutes les rencontres. Et ça a eu un impact important pour cette révolution-ci. Et ça pourrait avoir le même impact pour la conscientisation de la partie rurale de la population. Justement, on est tous des citoyens à notre manière. J'aime bien ce titre, citoyen façon faso. On est tous des citoyens à notre manière et on a tous notre spécificité. On peut tous apporter quelque chose pourvu qu'on nous l'explique
avec les codes qu'on comprend. Il est important que les cadres, nous avons au moins 30% de cadres lettrés en Afrique aujourd'hui. Mais encore près de 70% d'analphabètes. Mais les 70% d'analphabètes sont beaucoup plus cohérents et par rapport aux mécanismes, aux conditions culturelles de la cohabitation, de la coexistence, du vivre ensemble, que les cadres, les 30% des cadres. Il faut que les cadres retournent vers nos populations à la base pour expliquer qu'il n'y a pas de démocratie duale. Il n'y a pas une démocratie pour une ethnie ici, une démocratie contre une autre ethnie. Et que la dictature est une forme de pensée. Ce n'est pas une forme de gouvernement. C'est une forme de pensée qui est antidémocratique. Et que l'utilisation de la force, et quels que soient les motifs, n'est pas porteuse de paix. Il faut aller à la dissuasion, il faut aller à la communication pacifique, il faut aller à la communication non violente. Moi, j'ai adhéré au ballet citoyen en 2013, fin 2013-2014, parce que j'ai épousé leur idéologie en fait. Voilà, plus d'équilibre dans la société, plus d'équité, tout ça, ça m'a botté. Donc voilà pourquoi j'ai adhéré au ballet citoyen. Et je suis responsable au mouvement, à la mobilisation féminine dans mon club qui est Gunga 1, Club Cibal Gunga 1. On va parler de la propriété, de conscientiser les gens. Par exemple, les votes qui sont passés de suite, disons la carte. Les cartes d'électeurs, le ballet citoyen est sorti sur le terrain, essayer de conscientiser les gens, aller faire leur carte d'électeurs, tout ça là, pour voter. Maintenant, pour les votes qui viennent, on sera encore sur le terrain et essayer de conscientiser encore la population à aller voter. C'est-à-dire, leur vote, ça compte beaucoup en fait. Il ne faut pas rester chez toi et puis quelqu'un d'autre doit aller voter, tu vas après dire non. Tu ne voulais pas tel président. En fait, c'est un devoir civique, c'est un devoir pour tout le monde, pour tous les citoyens burkinabés d'aller voter. Ce sont ces rien de trucs qu'on fait. En fait, ils ne connaissent pas ce que c'est que le vote en fait. Donc, on peut passer de porte en porte, essayer on rentre, bonjour, comment allez-vous? En fait, est-ce que vous connaissez ce que c'est que le vote? Des trucs comme ça, on essaie de sensibiliser, de parler. C'est les avantages en fait du fait de voter. On essaie de les parler. Ce que le vote peut les donner comme avantage et comme inconvénient à ne pas voter aussi. On essaie de parler sur ces trucs-là. La citoyenneté, ça englobe beaucoup de choses en fait. C'est la façon de vivre dans la société en fait. C'est un savoir-vivre dans la société, savoir respecter les droits d'autrui et vice-versa en fait quoi. C'est pour moi la citoyenneté c'est ce qui est là et savoir aussi respecter les institutions, le droit, la loi qui est établie en fait par les institutions, savoir les respecter. C'est l'équilibre dans la société. Bien faire pour qu'il y ait l'équilibre dans la société. Et quand je le vois ça me fait penser encore à la citation de Thomas Sankara quand il disait que tuez un Sankara aujourd'hui et vous aurez des milliers de Sankara demain. En fait cet instant durant l'insurrection et durant le putsch, en fait, ça me fait revivre encore cette phrase-là et puis ça me donne la chair de poule, en fait. Pour voir à tel point le Burkina Faso, les Burkinabés sont matures maintenant. Voilà. J'ai perdu mon petit frère qui était à Goungé. Il a reçu une balle perdue avec ses camarades devant la pluie. Voilà. Et bon, ça c'est un cas comme ça. Il y a d'autres qui ont reçu des balles en pleine poitrine et qui sont tombés dans la rue. Comme on l'a dit dans le discours, on demande que justice soit faite. Parce que plus jamais on ne voudrait encore se réunir ici pour pleurer des morts, des jeunes, des enfants, des femmes,
si jamais on veut ça. Nous voilà rassemblés ce matin, du vendredi 9 octobre 2015, sur cette place historique et emblématique de la Révolution. Pour rendre hommage à ces vaillants martyrs qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la quête permanente de la liberté et de la démocratie. Vous conviendrez avec nous, parrains des victimes, mesdames et messieurs ici présents, que le plus grand hommage que l'on puisse rendre à ces martyrs est de leur rendre d'abord la justice, ensuite la justice et enfin la justice. La liberté d'expression, évidemment, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur en tant que dessinateur et qui, à l'échelle du monde, ces derniers temps, a fait l'objet de discussions, notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo. Donc on est toujours un peu en train de digérer ces événements et de voir dans quelle mesure la liberté de la presse peut avoir certaines limites, ce qui est évidemment le cas, notamment les limites de la loi. Et on essaie d'évoluer à l'intérieur de ça. Alors il y a des pays où évidemment il y a une tradition de liberté précisément de presse, à l'intérieur de la question de la liberté d'expression, donc où ces questions semblaient réglées depuis longtemps, mais on se pose toujours des questions. Et puis il y a la liberté d'expression ici au Burkina, dans le cadre de la presse qui est encore jeune, puisqu'il y a eu une libéralisation réelle de la presse au début des années 90, notamment avec le retour de la République en 91, même s'il y avait d'anciennes expériences de presse dans les années 70, avant la Révolution. Mais donc on est un peu plus jeune en matière de liberté d'expression, on a des tabous qui sont un petit peu différents, mais on arrive à progresser au fil des années et à travailler quand même de façon assez confortable. On est dans une période transitoire, donc par définition qui n'est pas tout à fait le fonctionnement normal des institutions. Il y a des gens qui ont été frustrés, il y a aussi des choses criminelles qui se passent ici ou là. On se demande si effectivement les djihadistes ne peuvent pas intervenir à partir du Mali. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais évidemment, ce qui est important pour la population, c'est qu'on arrive à sortir de cette période transitoire pour rentrer dans une période normale du point de vue de la République. Et effectivement, une transition qui a déjà duré 1 an, ça va dépasser même un peu 1 an, si on va jusqu'à l'investiture du nouveau président, c'est déjà long, donc il faut forcément avancer dans le processus. Donc on est content d'avoir des dates. Ça a été retardé. Symboliquement, on voit aussi la fin de l'année qui s'annonce avec les fêtes de fin d'année. Donc on aimerait bien arriver aux fêtes de fin d'année avec ces problèmes un peu réglés. Donc on espère que les 2 tours de la présidentielle puissent se faire. On espère aussi que les choses vont se remettre en place dans un cadre républicain beaucoup plus formel. Et à l'intérieur de ça, on espère évidemment que la presse va continuer à évoluer dans le bon sens. On a une presse qui, quand même, depuis 20 ans, a fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire avancer la démocratie. Donc on est déjà assez content des acquis. Et on a vu pendant cette période de transition, et puis à l'intérieur de la transition, cette période où il y avait la tentative de coup d'État, que la presse aussi n'a pas démérité, notamment les radios, qui ont, c'est traditionnel en Afrique, un pouvoir de pénétration très important. Donc il y a des organes de presse qui ont souffert un petit peu, mais en même temps, bon, ça va dans le bon sens. On a de plus en plus des journalistes responsables, des journalistes très professionnels. Et on a une évolution encore dernièrement du code de l'information par rapport à la dépénalisation et tout ça. Donc on espère que tout ça va aller dans le bon sens et que la presse va pouvoir évoluer dans un bon contexte. Je me nomme Ismaël Compaoré, je suis journaliste à Doralib TV. Doralib TV, on a un système un peu particulier. On a une réunion de rédaction 1 fois par semaine, le mardi.
Et c'est à cette réunion de rédaction-là qu'on essaie de choisir ensemble les sujets que chacun doit traiter au cours de la semaine ou au cours du mois. Parce qu'il y a des sujets qui prennent plus de temps. Et étant donné que notre ligne éditoriale est principalement axée sur les droits humains et la liberté d'expression, il n'est pas évident aussi à chaque fois de checker des sujets pour pouvoir les traiter. Moi, principalement, j'ai pour rôle de suivre l'actualité dans les 8 pays francophones qu'on couvre. Donc, chaque matin, mon premier réflexe, quand j'arrive, c'est d'essayer d'ouvrir des sites que j'ai mis en favori sur ma machine. Donc, chaque matin, j'essaie de suivre l'actualité de ces 8 pays-là pour voir quel sujet peut être axé sur notre ligne éditoriale, quel sujet on peut traiter chez nous, mais vu d'un autre angle. Déjà, il y a des années dans ce pays-là, pour ceux qui fréquentent un certain milieu, notamment le milieu militant, il y avait des activités qui s'organisaient, notamment les thé-débats, les ciné-débats à travers des films chocs de réalisateurs burkinabés sur la situation politique, la situation sociale, la situation économique au Burkina. Il y avait également d'autres films qui venaient d'ailleurs, d'Afrique et même de l'Occident. Il y a un fait qui date des années 2005-2006 avec la venue, la création du Forum social burkinabé. Les jeunes ont commencé à s'emparer de ce terrain politique-là, à chercher à véritablement comprendre ce qui se passait. Parce que depuis longtemps au Burkina, les gens pensaient que la politique, oui, c'est un chemin de doyen, c'est un chemin de menteur, c'est un chemin de temps et temps. Donc il y avait un dénigrement qui empêchait même les jeunes à aller s'associer à une activité organisée par les partis politiques d'opposition. Et cela aussi a une histoire, parce que dans ce pays-là aussi, les politiciens, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, ont contribué à dénigrer leur propre image. Des questions de mallette d'argent par-ci, des questions de corruption par-là. Donc cela a contribué aussi à dénigrer cette image-là qu'on avait de l'homme politique. Mais il y avait à côté des activités alternatives qui s'organisaient et les jeunes s'identifiaient plus à ces activités-là. Il se trouve que ces activités-là, c'est des activités d'éveil et de conscience. En 2012, où véritablement l'effervescence politique au Burkina a commencé à être intéressante. Parce que voilà, l'opposition, à travers le CEFOP, arrivait maintenant à organiser véritablement de grandes activités, de grandes manifestations qui réunissaient des milliers de Burkinabés. Et cela était inédit. S'il y a un souvenir particulier qui me revient immédiatement en tête, c'est la répression du 18 janvier. Parce que déjà, il y avait une autre forme de société civile qui était en train d'émerger sur la scène. C'est-à-dire des jeunes qui ne s'identifiaient pas aux syndicats, ni au parti au pouvoir, ni au parti de l'opposition, qui sortaient parce qu'ils pensaient que cette lutte-là était noble, que les mots d'ordre lancés certes par l'opposition étaient nobles. Donc il y avait une nouvelle génération de combattants, si on peut les appeler ainsi, qui était en train d'émerger, avec les artistes Samska et Smoke, qui étaient en train aussi de réfléchir sur leur concept, qui étaient en train de créer le mouvement Le Ballet Citoyen, qui va naître quelques temps après ça. Mais déjà, ils étaient présents sur le terrain. Et ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est la présence de la maman de Smokey et de son fils au niveau de cette activité-là. Et quand les CRS qui étaient en face ont commencé à lâcher le gaz lacrymogène et ont commencé à faire des tirs de sommation, elle est vieille, elle est tombée.
certains ont marché sur ses pieds et elle s'est blessée. Donc, pour les jeunes que nous étions, pour les jeunes que nous sommes, voir de vieilles personnes qui, à la limite, ont pratiquement tout eu dans leur vie, mais malgré tout se mettre devant pour revendiquer de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail, une politique saine au Burkina, cela ne pouvait que booster l'engagement des jeunes que nous sommes. Avec une telle mobilisation, on peut être fier d'être burkinabé. Le RSE ne pourra pas. On va vaincre. La jeunesse burkinabé aujourd'hui est 2 fois plus, ou 3 ou 4 fois plus déterminée qu'avant. Mais c'est évident parce que c'est l'effet Coupe du Monde. Voilà. Dans tous les pays, ça marche comme ça. Qu'est-ce qui nous manquait jusqu'ici? Et bien avant que le balai citoyen même soit mis en place, je n'ai cessé d'en parler. On parlait souvent de ça entre nous. Moi, j'ai toujours dit que tant qu'il n'y aurait pas de victoire dans cette lutte-là, parce que Thomas Sankara, par exemple, qui disait avec sa célèbre phrase « Seule la lutte libère », mais écoutez, si les gens luttent et puis ne sont pas libérés, conviendrait avec moi qu'au bout d'un moment, ils perdent toute confiance en cette lutte-là. Ils sont désespérés, ils sont découragés, ils deviennent fatalistes. Et c'est ce qui arrive à tout le continent africain. Dès lors que les gens se battent, qu'ils se sacrifient par dizaines, par centaines, par milliers, sans que rien ne bouge d'un iota, vous pensez que ces gens-là peuvent encore aller un peu plus loin? Et donc il nous manquait ça. Il nous manquait le capital victoire. C'est-à-dire qu'à force de ténacité, à force de volonté et de résistance, on y arrive. Et ça joue sur le mental de tout Africain. Et pas simplement burkinabé, en fait je devrais dire de tout humain. Dès lors que vous vous rendez compte que d'une certaine façon, en vous battant, vous pouvez y arriver, eh bien oui, ça vous donne un coup de chaleur et d'énergie positive qui vous fait franchir toutes les montagnes. Norbert Zongo, le journaliste assassiné en 1998, disait que il n'y a pas d'avenir pour un individu dans un pays qui n'en a pas. Et c'est une question de bon sens. Vous ne pouvez pas chercher votre petit bonheur égoïste et cultiver votre petit jardin tout seul si tout autour de vous, c'est le chaos. Donc il est important de penser société et de récupérer sa place de citoyen. Parce que citoyen, ça vient du mot cité, ce qui est éminemment politique. Et donc un citoyen, c'est celui qui participe non seulement à la gestion de sa cité, mais qui aussi a son mot à dire sur la façon dont on doit gérer cette cité. Quand je dis s'engager en politique, pour moi, ce n'est pas uniquement prétendre à un poste politique, mais c'est s'intéresser à la chose politique, se nourrir de cette chose politique, la comprendre pour pouvoir mieux la combattre. Parce que ça fait marrer quand moi je vois des citoyens européens ici, d'une certaine façon, assez dans leur aise, avec un système certes répressif, mais avec des privilèges, d'y combattre le système en s'en désintéressant complètement. Je ne sais pas comment ils font pour y arriver. Moi, j'estime que c'est impossible de se dire je ne m'intéresse pas à celui que je dois combattre, ou en tout cas celui que je dois surveiller, et j'arrive à le combattre, je ne sais pas comment. Voilà, je vois des gens simplement qui se nourrissent d'illusions, qui finissent par être dans la théorie permanente du complot, sans jamais rien faire, parce que c'est ça le problème. Derrière des écrans informatiques, sur les réseaux sociaux, à passer son temps à râler, à critiquer tout et tout le monde, sans jamais rien faire, sans jamais bouger son petit doigt. Et je trouve que c'est lâche. Il faut aller plus loin que ça. Et nous pensons qu'il est important que cette jeunesse africaine se politise. Pourquoi? Parce que le nœud du problème, il est là. Parce que le continent africain
c'est le continent le plus riche. Et si le continent le plus riche est permanemment arrosé d'aide pour vaincre la misère en son sein, de la famine, etc., c'est bien qu'il y a un problème de gestion. Et donc mettons les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et ces gens-là, ils vont venir d'où si ce n'est issus du peuple et des aspirations en tout cas du peuple légitime. Donc c'est pour ça que tous ces gens-là qui ne sont pas contents, tous les déshérités, doivent être tous des présidents potentiels. 17 millions de Burkinabés, ça fait 17 millions de présidentiables. Et on ne doit pas douter de cela. Quand nous avons appris qu'ils ont pris en otage Monsieur le Président et le Premier ministre avec 2 autres ministres avec eux, pour nous, le RSP venait d'autoriser par lui-même sa dissolution. Et donc il fallait simplement l'accompagner. L'accompagner comment? Par une résistance populaire tout de suite et maintenant. On rappelle, c'est le soir même que la résistance a été lancée. Quand le lendemain nous apprenons que il y avait le triste CND qui naissait, CND Conseil National Démocratique, mais la démocratie ne se dicte pas avec des kalachnikovs. Donc la dénomination même de l'élément était contradictoire à la façon dont la conquête du pouvoir avait été faite. C'était antidémocratique. Et quand j'ai appris que la CEDEAO allait faire sortir ses conclusions et que ces conclusions étaient largement en défaveur des priorités populaires, j'ai décidé, outre mon handicap, d'aller aussi au niveau de l'hôtel Laïko. Et c'est arrivé là-bas, quand je suis descendu net de la moto du monsieur qui me conduisait. Alors, j'étais arrêté avec des gens qui essayaient de prendre des photos. Et tout d'un coup, on a vu 2 V8 noirs qui sont arrivés. Et à l'intérieur, c'était des RSP tout cagoulés avec les armes pointées en l'air. Ils ont observé 30 secondes et après, ils ont ouvert les portières. Et un groupe est rentré dans l'hôtel, ils ont commencé à tirer en l'air. Et un autre groupe a pris la voie pour aller vers le centre commercial Libya. Bon, moi ne pouvant pas courir, j'étais obligé, forcé par moi-même, de marcher. Donc j'essayais de longer le mur de Laïko. Et là, il y a un fuyard qui est venu me dépasser. Il dit donc je me suis retourné et effectivement, j'ai vu, il y avait 2 RSP qui étaient derrière moi, qui marchaient avec le fusil en bandoulière, un pistolet automatique en main et un fouet qu'il tenait à la main gauche. J'ai essayé de vouloir produire le miracle de courir, mais bien évidemment je ne pouvais pas courir. Et c'est dans cette précipitation que ma béquille a glissé, je suis retombé sur le pied et ça s'est réfracturé à nouveau. Quand ça s'est réfracturé, je me suis adossé au mur de Laïko, j'étais assis. Quand à 30 mètres de moi, ils ont sorti leur PA et ils m'ont dit d'approcher. Bon, j'ai pas résisté, j'ai obtempéré, j'ai approché au bord du goudron. Et quand ils sont arrivés à mon niveau, j'ai présenté mon pied, j'ai dit que mon pied était cassé. La question banale qu'ils me posent, heureusement, fort heureusement, c'est qu'est-ce qu'un handicapé vient faire dans une affaire de coup d'État? Ça m'a beaucoup surpris comme sanction au regard de ce que nous savons. Et ils sont allés, ils ont continué vers le centre commercial et à leur retour, il y a le deuxième qui s'est arrêté à mon niveau et qui a dit de déguerpir. Je dis alhamdulillah, c'est ça la sanction, c'est que ça va. Mais en même temps, moi aussi je me suis posé la question interne, à savoir qu'est-ce que des militaires font dans une affaire politique. L'histoire nous a donné raison, c'est vrai, et on a tiré, on a tué, on a fait des victimes, j'en fais partie, mais cela s'assume. Et cela me fait rappeler les propos du très lucide Joseph Kizerbo qui disait que la liberté ne s'en conquiert pas derrière les canons, c'est devant les canons. J'invite la jeunesse à aller à une culture politique approfondie et à ne pas se limiter au statut de ramasseur de chaises et de bâches, aussi bien dans les partis politiques que dans les organisations de la société civile. Un jeune, pour aborder avec sérénité notre avenir, il faut se cultiver sans compter les sacrifices et sans compter son investissement personnel.
c'est une exigence pour notre devenir. Et c'est aussi insister pour dire à la jeunesse, il ne servira à rien de boycotter, parce qu'il y en a qui ont fait le choix de boycotter, ils ont boycotté pendant 27 ans. Pendant 27 ans, Blaise Compaoré a été président. C'est de dire que on ne fuit pas son histoire, on l'assume avec responsabilité. Et pour l'assumer avec responsabilité, on vote.